Bismillahirrahmanirrahim. Mes chers élèves du deuxième année bac PC BIOF au lycée Joulen, vu les circonstances actuelles de confinement, j'ai décidé, Inch'Allah, bi'idnillah, de poursuivre avec vous la troisième unité concernant les phénomènes géologiques accompagnant l'orogenèse et leur relation avec la tectonique des plaques. On a déjà vu en classe le premier et le deuxième chapitre. Maintenant, on va entamer le troisième chapitre intitulé Le métamorphisme et sa relation avec l'orogenèse. Comme on a déjà vu dans l'introduction, lors de l'orogenèse, c'est-à-dire lors de la formation des montagnes et sous l'effet de forces compressives, des roches vont être enfouies à des profondeurs plus ou moins grandes. Alors, elles vont se retrouver à des conditions de pression et de température différentes de celles où elles ont été initialement, c'est-à-dire au début. D'accord ? Et le résultat, c'est qu'elles se transforment en de nouvelles roches, appelées les roches métamorphiques. Je crois que c'est clair. Donc, un petit rappel. J'ai déjà signalé en classe que les roches, il y a trois types de roches dans la nature. Il y a les roches sédimentaires, les roches magmatiques et les roches métamorphiques. Chacune de ces roches peut subir le phénomène qu'on va étudier, qui est le métamorphisme. Alors, premièrement, la première partie, ça va concerner les caractéristiques des roches métamorphiques au niveau des zones de collision, chaînes de collision, comme la chaîne d'Himalaya, la chaîne des Alpes, la chaîne montagneuse du Rif. D'accord? Donc, prenez la figure 1, votre figure 1, qui représente un schéma d'une portion de la carte géologique simplifiée de la région de Bou Ahmed, ça veut dire la chaîne montagneuse du Rif. Sur la légende, on voit bien que cette chaîne de collision, dans cette chaîne de collision, affleurent des roches métamorphiques qui étaient portées à des profondeurs différentes. Il y a d'abord le schiste, il y a aussi une schiste et quartzite, mais le schiste c'est le plus connu, le schiste en orange. Il y a le micaschiste en jaune. Il y a le gneiss avec une couleur marron, une couleur brune. Ces roches sont des roches métamorphiques qui caractérisent seulement les zones de collision. D'accord? Donc, le premier paragraphe, on va étudier les caractéristiques, d'accord? Les caractéristiques structurales, ça veut dire la structure de ces roches, et minéralogiques, ça veut dire la composition des minéraux qui constituent ces roches, sachant que la roche, ce n'est qu'une association de minéraux, ça veut dire des minéraux associés, et que le minéral, ce n'est qu'une association d'éléments chimiques. Je crois que c'est clair. C'est déjà dit en classe. D'accord? Passons à la figure 2. Vous vous rappelez bien de ces trois échantillons. On a vu en classe l'échantillon du schiste, l'échantillon du micaschiste et aussi du gneiss. D'accord? Donc, on va commencer par le schiste. Le schiste, un petit rappel de ce qu'on a déjà vu. Le schiste est une roche qui a pour particularité d'avoir un aspect feuilleté
où on voit bien clair des plaques bien sûr fines et empilées, ça veut dire superposées, d'accord? Ça, c'est pour l'observation à l'œil nu. Mais l'observation de salam mince, je préfère d'utiliser ce document, il est un peu plus clair. L'observation de la lame mince à l'aide du microscope polarisant, bien sûr, permet d'identifier sa composition minéralogique et aussi l'arrangement des minéraux qui la constituent. D'accord? Donc, la lame mince du schiste montre que cette roche contient, voilà, la lame mince vraie, et là, c'est un schéma simplifié, bien sûr, ça, c'est un schéma simplifié. Donc, le schiste contient des minéraux. Il s'agit là du schiste vert, car il contient en grande quantité la chlorite, qui est un minéral de couleur verte. Il y a aussi, bien sûr, la séricite, deux minéraux qui sont abondants dans cette roche, la séricite et la chlorite. Ils sont disposés en feuillets plus ou moins minces, c'est-à-dire ils sont alignés selon un plan qu'on appelle le plan de schistosité. On dit alors que le schiste a une structure schisteuse. Je répète, le schiste présente une structure schisteuse car elle présente un feuilletage important. Passons maintenant au micaschiste. Vous vous rappelez bien que le micaschiste, pour bien sûr la roche déjà vue en classe à l'œil nu, elle brille, d'accord? Le feuilletage est moins important, il est présent, mais il est moins important par rapport au schiste, d'accord? Mais ce qui la caractérise en plus, c'est qu'elle est facile à cliver, c'est-à-dire qu'on peut facilement arracher des petits bouts, d'accord? Sa lame mince maintenant. La lame mince montre que le micaschiste présente des lits, bien des bandes, des lits sombres constitués de mica, voilà sur le schéma, et des lits clairs constitués là où il y a du quartz. D'accord? Là, je ne vais pas parler de la structure du micaschiste, je vais la laisser à la fin et je passe bien sûr au gneiss. Le gneiss, c'est une roche qui présente une alternance de lits sombres et de lits clairs. D'accord? Lits sombres, lits clairs. La lame mince, elle présente, elle est marquée, la lame mince du gneiss, elle est marquée par l'orientation préférentielle de minéraux. On en voit bien clair l'alternance de lits clairs, riches en quartz et en feldspath, et de lits sombres, riches en mica. Là, cette roche est non clivable, on dit qu'elle a une structure foliée. Revenons maintenant au micaschiste. On dit que le micaschiste, en général, on dit que le micaschiste a une structure schisteuse affoliée. Pourquoi schisteuse affoliée? Schisteuse parce qu'il y a un peu de feuilletage, comme le schiste. Foliée, pourquoi? Parce qu'il y a la présence d'une alternance de lits sombres et de lits clairs, comme bien sûr, comme le gneiss. Là, pour finir, on va dire que après cette observation, on dit que ces trois roches ont
une structure et une composition minéralogique différente. Le deuxième paragraphe, ça va concerner la composition chimique.